Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce jeudi, la mère et le frère de Jonathan Daval, mis en examen et écroués pour le meurtre de sa femme Alexia, sont revenus sur la personnalité de l'informaticien de 34 ans. Également, la CNCF condamnée pour discrimination envers des cheminots marocains. Et pour finir, nous allons voir comment nos voisins européens accueillent les djihadistes de retour d'Irak et de Syrie. Mais avant tout, nous accueillons deux spécialistes afin de parler de la crise de 1929 et 2008. Suite au sondage que nous avons fait, comme quoi la crise de 1929 est plus importante que celle de 2008. Monsieur Steve Johnson, pouvez-vous nous en dire plus sur cette crise de 1929? Malgré la bonne santé affichée par l'économie américaine à la fin des années 1920, les bases de la croissance apparaissaient de plus en plus fragiles en raison de la surproduction industrielle, de la spéculation boursière. Alors la spéculation boursière, excusez-moi, on sait que c'est une opération financière ou commerciale qui a pour objectif, bien sûr, de réaliser un gain d'argent en pariant sur la fluctuation des cours du marché. Et donc, entre mi-octobre 1920, certains spéculateurs décidèrent de vendre leurs actions pour empocher une plus-value, au moment où les cotations boursières de Wall Street étaient encore à un niveau très élevé, si je puis dire. Le cours des actions diminua rapidement, entraînant une panique qui culmina le 24 octobre, jour où 16 millions de titres furent proposés à bas prix sur le marché, sans trouver de preneurs après un temps d'arrêt, bien sûr. L'effondrement des cours s'étendit à toutes les valeurs et toucha même les symboles de l'industrie américaine. Des centaines de milliers de petits actionnaires se trouvèrent ruinés. Les banques qui avaient multiplié les crédits depuis plusieurs années ne purent récupérer leurs fonds auprès de personnes endettées, alors que dans le même temps, bien sûr, ceux qui avaient de l'argent en dépôt se mirent à le retirer, ne disposant pas des sommes nécessaires. Pour les rembourser, du coup, beaucoup de banques firent faillite, bien sûr. Ce manque de liquidité entraîna une diminution des investissements industriels et de la consommation de produits manufacturés et agricoles. En 3 ans, la plupart des banques américaines fermèrent leurs portes, oui. C'est là que la crise s'étendit, bien sûr, sur le monde entier. Lorsque les banques américaines réclamèrent le remboursement de leurs prêts à l'étranger et rapatrièrent les capitaux qu'elles avaient investis, l'Autriche fut la première touchée avec la faillite de la banque Creditanstalt en Allemagne. La faillite de la Danat Bank, bien sûr, en juillet 1931, provoqua l'effondrement du système bancaire. C'est la baisse des prix des produits manufacturés inégale selon les pays et les secteurs fut un phénomène général. Elle atteignit environ 30% de 1929 et 1932. Dans l'agriculture déjà en crise depuis une décennie, la baisse atteignit 60% pour les prix de gros des denrées agricoles, conséquence logique bien sûr de la production des années 1920. La production industrielle et agricole s'effondra. Des stocks entiers de blé sur pied et de voitures invendus furent détruits. Les pays dont la croissance avait été dépendante des investissements étrangers, comme l'Allemagne, la Pologne, et ceux où le crédit avait explosé, exemple États-Unis, Canada. Ce fut les premiers touchés. Les flux financiers internationaux étaient totalement désorganisés et le commerce mondial sombra dans le marasme. Le commerce international commença à décliner à partir de 1930 et atteignit son point le plus bas, bien sûr, c'était en 1932. Les dévaluations monétaires et les mesures protectionnistes prises par les différents gouvernements et ne faisant qu'accroître la récession. Les baisses des prix agricoles commençaient en 1930, ça accélérait bien sûr, et la chute des exportations du coup provoqua une baisse de la production industrielle. En 1933, le pays comptait déjà 1,5 million de chômeurs. Monsieur Lapine, et vous, cette crise de 2008, parlez-nous-en. Bonjour. Pour faire simple et pour résumer cette crise, il faut savoir tout d'abord que lorsque les États-Unis s'enrhument, c'est le monde entier qui éternue. Dans le système financier actuel où tout est tellement interconnecté, ce qui a commencé par quelques décisions de prêts mal avisées aux États-Unis s'est répandu à travers le monde et menace d'engloutir ce dernier dans une autre grande dépression. La crise maintenant a pris de dangereuses proportions. Elle a commencé après une longue période d'augmentation constante de prix des logements avec l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis en 2004. De nombreuses familles ont été autorisées à contracter des emprunts pour acheter leur logement, et les prêteurs avaient alors commencé à s'engager dans une pratique dite de prêt hypothécaire à haut risque, les subprimes.
et donc à accorder des prêts à des emprunteurs à risque dont la solvabilité ne les qualifiait pas pour prendre des hypothèques pour l'achat de leur maison. Ces prêts à haut risque étaient généralement accordés à un taux d'intérêt faible pendant les quelques premières années, mais révisés fortement à la hausse par la suite. Les risques n'ont en général pas été bien expliqués aux emprunteurs, donc beaucoup ont cru qu'ils pourraient aisément refinancer leurs créances en quelques années pour conserver leur bas taux d'intérêt. Mais en 2005-2006, le temps est venu de payer le prix de ces erreurs. Les taux d'intérêt des prêts hypothécaires à haut risque sont montés en flèche. De nombreux nouveaux acquéreurs sont devenus incapables de rembourser ou de financer leur emprunt. Au cours de l'année 2007, près de 1,3 million d'habitations ont fait l'objet des saisies, chiffre en hausse de 79% par rapport à 2006. Soudainement, les banques ne voulaient plus se prêter mutuellement, d'où un resserrement, voire un étranglement du crédit et une période où le système finit par manquer de liquidité, c'est-à-dire d'argent, car personne ne prêtait plus rien. Dès juillet 2008, de grandes banques et de grandes institutions financières de par le monde ont annoncé des pertes se montant à environ 345 milliards de dollars. La crise des prêts hypothécaires et le resserrement du crédit ne sont pas les deux seuls responsables facteurs de la crise économique en 2008. En effet, les prix du pétrole sont au plus haut, tirés par la croissance des besoins d'énergie des économies émergentes telles que la Chine et l'Inde. Cette situation affecte de façon spectaculaire les consommateurs en Amérique du Nord et en Europe, et ce, de manière doublée. Les produits alimentaires sont devenus si chers dans les pays en développement qu'on a même assisté dans certains cas à des émeutes de la faim. C'est en janvier 2008 que le prix du pétrole passe à 100 $ le baril et en juillet qu'il passe à 147 $. La crise économique est le résultat d'erreurs humaines aux États-Unis et due au développement naturel des économies asiatiques. Dans le même temps, la crise du crédit qui est née aux États-Unis ne pourra être résolue que par les États-Unis. Merci, grâce à vous, nous en savons davantage sur ces deux crises économiques. Revenons sur le sondage qui a été fait qui nous montre que pour la plupart des Français, la crise de 1929 a été plus importante que celle de 2008. Bonsoir, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de la crise avec M. Steve Johnson et M. Lapine, qui sont deux très bons spécialistes de la crise 1929 et 2008. On va commencer par M. Steve Johnson. Merci. Alors, à l'époque, il y avait une prédominance des thèses classiques libérales. Les économistes croyaient donc à une autorégulation du marché, c'est-à-dire que le marché a des moyens de réaliser et bien sûr de préserver naturellement son propre équilibre et que la demande et l'offre soient inversement proportionnelles. Certes. Rappelons en effet que pour la crise de 2008, elle commence à l'été 2007 par le retournement du marché immobilier et entraîne également une crise financière d'une ampleur inégalée, qui se transforme ensuite en crise économique. En effet, il s'agit en réalité de la première crise de l'économie mondialisée. D'accord. Mais, au lendemain de la Première Guerre mondiale, du coup, c'était aux alentours de 1920, l'Europe se reconstruit avec les États-Unis comme principal créancier. Il n'y avait que les États-Unis. Sur les 17 milliards de dollars de capitaux américains transférés à l'étranger en 1929, plus du tiers, écoutez-moi bien monsieur, du tiers sont dirigés vers l'Europe. La croissance américaine est alors par les exportations vers l'Europe et ont assisté à l'émergence d'une classe moyenne forte qui se donne les moyens de consommer massivement. C'est donc le début de la société de consommation. Il est vrai, je vous rejoins sur ce sujet. Mais il faut savoir aussi que lorsque les États-Unis en 2008 s'enrhument, c'est le monde entier qui est fermé. Cet adage du XXe siècle ne s'est jamais révélé aussi vrai qu'aujourd'hui, alors que les économies européennes vacillent sous le choc d'une crise économique ayant lieu à des milliers de kilomètres. Le 24 octobre 1929, la bourse chute de 12 à 25%. Ceci marque donc le début de la Grande Dépression, bien sûr. Tout le secteur bancaire américain, je dis bien américain, se retrouve paralysé après le krach boursier. Sur les 24 000 établissements, monsieur, qui le composent, 5 000 font faillite de 1929 à 1932. Et si vous voulez partir sur des exemples concrets et fondés, il n'y a pas de problème. J'en ai aussi pas mal pour la crise de 2008, monsieur Steve Johnson. Yes. En effet, aujourd'hui, en 2008, les banques et autres institutions financières ne peuvent plus obtenir de crédit et sont donc coincées avec des actifs pourris dans leur livre de compte. En effet, suite à ces faillites, l'anticipation de nouvelles faillites a conduit à l'administration américaine à élaborer un plan de renflouement de 700 milliards de dollars pour prévenir ce risque de faillite. Certes, je suis d'accord avec vous, monsieur Lapine.
Donc, moi, pour la crise de 1929, ça a atteint tout le monde. C'est une crise qui a une dimension internationale. Et alors qu'au Canada, ou bien sûr encore la Grande-Bretagne, le Japon aussi, elle fut plutôt brève. Parce qu'elle s'éternisera surtout en Europe, notamment en Allemagne. Le pays le plus endetté du monde à l'époque se voit privé des capitaux américains. On y compte 12 millions de chômeurs en 1932. L'Autriche connaît bien sûr la même situation. On y compte donc 12 millions de chômeurs en 1932. L'Autriche connaît la même situation bien sûr. Tandis que pour la crise de 2008, il n'y en a que 800 000. Et pouvez-vous nous en décrire davantage sur ces chiffres en pourcentage, monsieur? Bien sûr, Allez-y. Monsieur Steve Johnson, n'avez-vous rien à dire? pas pour le moment. Et vous, vous avez quoi à dire, monsieur Lapine? Pas mal de choses comparé à mon collègue qui apparemment, pour le coup, est dans le mal. Si vous le dites. En effet, je vais prendre l'exemple de la France qui est un cas particulier que vous avez souligné tout en disant 800 000 chômeurs dans un certain pays, la France. En effet, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail, le BIT, est ainsi passé de 2 millions à près de 2,8 millions. Une hausse de 40% entre mai 2008 et mi-2014. Le taux de chômage est ainsi passé de 7,3% à 10,2% de la population active. Qu'avez-vous à dire à propos de ce sujet? Certes, monsieur Lapine, la crise de 2008 sera plus longue et plus profonde que prévu au départ. Mais nous ne sommes pas en 1929 et l'on peut trouver dans cette contestation des motifs d'optimisme. Mais là, monsieur Steve Johnson, nous nous écartons du débat, car vous êtes en train de dire en effet que nous pouvons trouver des méthodes d'arrangement afin que la crise de 2008 se résolve plus facilement que celle de 1929. Mais encore heureux, il y a un siècle de différence, je vous rappelle. Alors certes, de ce fait, on peut espérer une sortie de crise plus rapide d'ici 2 ans et moins douloureuse. La crise de 1929, en revanche, plonge l'Allemagne de Weimar dans le chaos total, avec les hyperinflations et chômage de masse. Et cela, bien sûr, ça a permis l'événement d'Hitler et ultérieurement déclenché la Seconde Guerre mondiale. Voilà en quoi cette crise de 1929 est largement pire que celle de 2008. D'accord, Avez-vous des exemples concrets sur l'Allemagne en 2008? Alors je ne pense pas que vous pouvez dire que la crise de 1929 est supérieure à celle de 2008. Non, donc si vous avez écouté ce que j'ai dit par rapport à la crise de 2008, la crise de 1929, elle est pire, parce qu'il y a eu largement plus de chômage. Le chômage, il y en avait je sais pas combien de milliers de gens qui étaient au chômage. Et Dans ça a quel permis. pays, monsieur Steve Johnson? Ça, après, justement, tous les pays. Dans quel Tous pays? les pays. Les pays qui sont Prenons en un pays à déficit, part. qui ont le moins d'argent. Prenons un pays à part. Par exemple, l'Allemagne. Parce que, L'Allemagne. regarde, Pourquoi pas prendre la France? C'est parce notre que j'ai envie pays. de prendre l'Allemagne. je fais ce que Prenons je veux, l'Allemagne monsieur. alors. Prenons l'Allemagne. Et donc, cela, ça a permis à qui? À Hitler, comme je vous l'ai dit, de déclencher la Seconde Guerre mondiale. Ça lui a permis. Et en quoi Parce ça lui a permis de... Parce que du coup, lui, il a fait ses promesses en disant comme quoi il allait diminuer le nombre de chômeurs. Et c'est pour cela que Hitler a gagné en notoriété et a donc été élu par le peuple. D'accord, nous mettons fin à ce débat. Merci d'avoir regardé votre émission préférée et merci à tous. Et bonne soirée à tous et merci à tous. Ok. La fille, sans rancune. Monsieur Steve Johnson. C'est bon. Ah bon, hop. Ça va. J'ai hâte de savoir ce que ça donne le résultat. Ah, donne-moi le gros.